Les lampes du salon respiraient une lumière surupeuse, patiente et égale, tandis que les volets gardaient la nuit de l'Arkansas comme un secret soigneusement tenu. Les grillons faisaient leur ouvrage au-delà de la véranda, limant l'obscurité d'une lame sonore régulière, et l'horloge du couloir divisait l'air en petits carrés obéissants. Sur la table de travail, une soie couleur crème reposait déployée, son lustre rompu seulement par une coupe de porcelaine bleue où dormaient les aiguilles comme de calmes verrons. Ruth se tenait debout, la paume rafraîchissant l'étoffe, attentive au dernier tremblement de la cloche de la cour, cette langue de bronze qui disait à la maison quand s'éveiller et quand rester immobile. Le soir sentait l'enfoi et la rivière. Le devoir bourdonnait. La conscience se déplaçait. Qu'est-ce qu'une frontière quand la loi écrit un nom à l'encre et un autre à la craie, et que tous deux doivent lire la même page comme un destin? Qu'est-ce que la justice quand le seul tribunal est un salon où les soupirs font office de minutes et les compliments de verdict, et où nul témoin n'est invité à parler? Le souffle de Ruth se mouvait dans le petit espace entre fil et tissu comme un violoniste se penche dans le silence avant que l'archet ne commence. Elle souleva une aiguille, sentit sa longueur froide se poser contre son doigt, puis la reposa comme on remet en place un mot qu'on ne peut prononcer. La robe attendait sur son mannequin, faite de promesses et de postures, destinée à un souper de charité qui attirerait les notables de la ville, un ministre de passage et la nouvelle institutrice venue d'au-delà de la rivière. Elle glisserait, et d'autres glisseraient avec elle. Du moins la maison le croyait. L'ourlet, lui, savait autre chose. La seule fenêtre de la pièce donnait sur l'allée de Pacanier qui courait jusqu'au portail, et au-delà de ce portail s'étendait une ville que les livres appelaient simplement obligation, une congrégation qui tenait la bienséance pour un sacrement. Quelque part le long de cette route, un commis du comté de Pulaski recopiait des chiffres d'une colonne à l'autre, rendant le compte de 1854 fidèle et définitif, et l'écriture faisait des boucles comme des sourires. Dans le gros livre près de l'office, le nom de Ruth vivait sous une main stricte, prénom seul, heure, tâche, ration, l'arithmétique du silence. Au-dessus de ce livre, un échantillon de ruban de deuil, épinglé à un clou, attrapait un mince courant d'air et tremblait comme tremble un moineau qui tient sa place sur un fil. Les registres restaient immobiles. Les gens non. L'immobilité pouvait être un argument. Ruth testa l'étoffe avec le revers des doigts et sentit sa froideur en retour, ce froid cérémoniel que la belle soie réserve aux pièces comme celle-ci. Elle nota un crochet lâche à la taille, et une perle qui avait dérivé un peu, une imperfection presque belle dans son erreur, comme une laisse de marée après une tempête que le rivage seul se rappelle. Elle reprit l'aiguille et en contempla le chat jusqu'à ce qu'il oublie d'être un outil et devienne une pensée. Dans la cour, la cloche fit un dernier petit son quand l'air fraîchit, non pas un tintement, plutôt un souffle qui se referme, et l'écho creusa dans la pièce un espace rond qu'une choix pouvait occuper. Les murs écoutaient, la robe écoutait. Elle redressa le maître ruban et le posa comme un ruban sur la jupe, à un pâle horizon où un jour tomberait des pas. Dehors, dans l'obscurité, une roue de charrette chuchota sur les ornières vers la route de la rivière, puis s'éteignit, comme la nouvelle s'éteint une fois que le salon a décidé de ce que la ville doit entendre. Dans le tiroir du buffet, le livre d'or attendait des signatures qui loueraient la soirée et son goût, des noms qui étincelleraient une semaine, puis se déposeraient dans la poussière de la page. Ruth posa la main là où une traîne effleurerait les lames du plancher et vit, comme un éclair, une image indélébile, un ourlet qui enseignait l'attention, une ligne si tranquille qu'elle changeait la manière dont un corps entrait dans la pièce. L'aiguille gisait à côté d'elle comme une petite phrase brillante. Elle la laissa brillante. Quand on baissa les lampes, la robe garda sa posture et la maison s'aloua, et le registre de l'office se ferma dans un bruit qui imitait le sommeil. Ruth demeura un moment encore, laissant la pièce se décrire à elle jusqu'à ce que ses ventairies paraissent temporaires et ses angles humains. Elle inspira une fois, profondément, comme si elle tirait un avenir dans la chambre du présent, et appuya sa paume sur la soie en adieu pour la nuit. Puis elle rabattit la housse de mousseline sur la robe et noua sa bride de nœuds qui n'était ni hâte ni peur, mais une promesse faite à son propre nom. Le salon avait écrit son verdict en lumière.
l'ourlet avait commencé à composer un appel. Certaines réponses doivent être données à voix basse. Le matin s'arrangea comme cette maison l'aimait, le café flottant de la cuisine tel un traité, les tapis du couloir lissés par une main matinale, et les marches du perron rincées de seaux qui laissaient une alphabet mouillé s'évaporer au soleil. De la route de la rivière montait un fracas léger là où les charrettes viraient vers les graineuses, et plus loin, l'Arkansas prononçait ses remarques lentes, posées comme au tribunal. La plantation se présentait comme une petite république. Grandes maisons au sommet, avec ses colonnes blanches comme des opinions, cases alignées en rangs obéissants, fumoirs, laiteries, ateliers de tissage, et une cour où la cloche pendait à un portique en A, réglant les heures d'une syllabe de métal. Chaque toit avait un travail, chaque sentier une phrase. L'ordre parlait en structure. À l'intérieur, la maîtresse, Eleanor Fairchild, tenait son calendrier comme un chef de chœur dirige les silences. Le mardi pour la revue de couture, le jeudi pour les visites, le samedi pour le compte du garde-manger, le dimanche pour l'apparat. Son mari était plus registre qu'homme, au plus heureux quand les comptes de coton et les billets à ordre reposaient en accord net. Même ses bottes semblaient préférer l'arithmétique, leurs plis étaient mesurés et justes. On attendait un nouveau ministre venu d'Amont pour bénir le souper de charité, et cette perspective aviva le ton domestique. On déplaça les chaises d'une demi-pouce, puis on les remit. On vérifia l'argenterie pour sa bonne mémoire, on dressa les rideaux à tenir un meilleur pli. L'ordre aime répéter. La salle de couture répondit au premier commandement de la cloche. La lumière entra de biais, frappa la coupe bleue où les aiguilles reposaient comme de petits traits d'union entre une vie et une autre. Puis alla toucher le mannequin qui attendait. Ruth entra au son qu'elle écoutait depuis l'enfance. Cette note unique qui change les personnes en unités et les minutes en colonnes. Elle posa la paume sur la table, sentit le fil du bois et regarda brièvement vers la fenêtre où l'allée de Pacanier marchait vers le portail. Au-delà, dans le chef-lieu le plus proche, un commis avait copié, il n'y a pas si longtemps, les chiffres du recensement de 1850, colonne après colonne d'une haute écriture, décrivant des inconnus avec le calme d'une règle. Les registres bâtissent une ville et ne demandent pas pardon. Ils ne rougissent pas. Dans l'office, au bout du couloir, on retira le registre de l'étagère. Couverture en peau d'agneau, coins adoucis par des définitifs qui ne l'étaient jamais, et pages réglées comme des terres. Les noms y paraissaient que leurs porteurs n'y paraissaient pas. Prénoms seuls pour certains, curlicus élaborés pour d'autres, tous s'aplatis par l'encre. Les entrées de Ruth, sévères et sobres, formaient une colonne le long d'une marge couture, reprise, essayage. En face, de longues colonnes cartographiées sucre, sel, huile de lampe et étoffe. La maison feignait la neutralité de la matière, mais le registre en savait déjà plus. Il gardait une mémoire privée sous les totaux publics, une légère boursouflure, là où une règle avait plié pour épargner un enfant ou pour en lier un autre plus étroitement. Les registres se souviennent de la pression. Le papier conserve la marque. Eleanor arriva pour inspecter le programme du jour, sa voix faite de soie et de listes. Elle toucha la robe de 2 doigts et demanda si l'ourlet pouvait tenir un soupçon de grâce de plus, ce qui voulait dire davantage de certitude au bord où le monde rencontre le sol. Ruth hocha la tête et le hochement fut une poignée de main avec la pièce. Elle déplaça le maître ruban sur la jupe, le laissant luire et retomber, une rivière obéissant à ses pierres. L'aiguille qu'elle choisit était fine et précise, et dans son chasse le matin se rassembla comme un petit lac brillant. Ruth enfila sans hâte. Elle ne commença pas. Le délai peut être une phrase. Dans la cour, la cloche sonna la 2e heure. Les hommes changèrent de tâche. Les femmes alignèrent les corvées. Les enfants apprirent comment un son peut servir de laisse. Dans les greneuses, les courroies se tendaient et se relâchaient avec leur grincement régulier, une liturgie mécanique. Un garçon battit la poussière en une météo privée et rit jusqu'à ce que l'ambre du contremaître corrige le ciel. L'économie de la plantation s'élargissait jusqu'à la lisière des arbres et se rétrécissait à un pas unique sur l'escalier. On la voyait depuis la route et on la sentait dans un dé à coudre. Ainsi fonctionnent les micro-épires. Ils vivent sur les cartes et sous les doigts. Ruth reprit sa place à la table, posa la traîne sur son avant-bras et laissa le tissu refroidir sa peau. Elle écouta la maison jouer sa propre innocence, le piano répétant un hymne,
la porte du garde-manger s'alignant sur sa gâche, le portail soupirant après une livraison. Elle tourna l'aiguille entre ses doigts comme un lecteur tourne une page, doucement, puis la reposa, parce que la séquence importe et qu'avant les points, il doit y avoir témoignage. Elle ouvrit le registre pour confirmer l'affectation du jour et ajouta d'un bout de crayon un point où une ligne avait sauté. Le point n'était rien, le point était une graine. Quand l'ordre refuse un miroir, les objets en fourniront un. L'après-midi posa sa main chaude sur le bardage, et la maison rendit la politesse par une patience obturée et un air mesuré. L'horloge du couloir continua de diviser le jour en intentions égales, et le piano au salon répéta le même hymne jusqu'à ce que sa piété devienne du papier peint. Au-delà de la galerie arrière, la vapeur de lessive se leva en voile pâle et dériva vers les pacaniers comme un message que personne n'avait prévu de lire. La cloche somnola entre les heures, l'une de laiton suspendue, son battant ébréché là où le temps l'avait corrigé. La lumière de la salle de couture arriva, oblique et fidèle, la pièce l'accepta. L'ordre avançait par de petits gestes victorieux, car c'est ainsi qu'il se prouve lorsqu'on le regarde. Eleanor ajusta un vase à la fraction d'une pétale et loua la discipline de la poussière. Le contremaître compta des sacs avec une voix qui prétendait ne pas avoir jamais rencontré la faim, puis signa un billet qui prétendait être la miséricorde. Au garde-manger, le registre attendait avec sa ceinture de ficelle, page réglée et numérotée pour rassurer ceux que l'incommensurable inquiète. La robe gardait sa place sur le mannequin, légèrement tournée vers la fenêtre comme curieuse d'apprendre si les routes disaient vrai. La fenêtre annonça un temps poli. La menace arriva, comme elle aime arriver dans de telles maisons, courtoise, niable et distribuée par les commissions. Le garçon du marchand apporta un billet plié qui mentionnait, d'une encre aussi soigneuse que les manières, le renouvellement d'une obligation à terme. Un chuchotement vint de l'allée des cases, où la poussière tient le registre des pas, et le chuchotement portait un nom qui deviendrait fâcheux s'il était prononcé près de la véranda. On toussa à la buanderie, et l'on retint le son au creux du bras, comme on rend un livre emprunté. La cloche ne sonna pas. La menace préfère les échos aux alarmes. Ruth sentit l'air penché, comme il penche quand un orage rassemble sa grammaire à 2 comtés de là. Elle étendit la jupe sur la table, laissa la soie rafraîchir son poignet et posa une aiguille sur l'étoffe, comme une ponctuation douce. Elle écouta la pièce énumérer ses preuves. Le fil droit du plateau, les piles nettes de mousseline, la craie qui ne s'égare pas, et sut que la preuve peut être un costume. Elle toucha le maître ruban comme on salue un vieux maître. Le ruban comprenait la séquence. Ruth comprenait le témoignage. La résolution attendit sans taper du pied. L'incident, quand il survint, ne survint pas là où la maison pourrait le raconter à son avantage. Un cri s'éleva du côté de la buanderie, mince et surpris, et s'interrompit tôt, comme convaincu à mi-phrase par les règles d'une grammaire qui gouverne la douleur quand la douleur n'est pas censée exister. Une marmite résonna avec la certitude dont jouissent les objets lourds. Le couloir fit 2 pas vers l'inquiétude, puis, se rappelant, recula. Quelqu'un dit « chut » et voulut dire « nous survivrons en ne disant rien ». La cloche demeura immobile. L'immobilité peut être un vote. Au garde-manger, le registre absorba une nouvelle ligne avec la résignation d'une champ qui a vu une gelée tardive. Buanderie, retard, chaleur. Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas la vérité que l'air avait portée. Sur l'autre page, une manette ajouta « Ruth couture heure supplémentaire », comme si l'aiguille pouvait rattraper le mou dans un monde où le mou n'est jamais que le souffle d'autrui. Les chiffres sont parfois le déguisement le plus élégant. Le papier sait répéter l'innocence. Le contremaître vint à la porte de la salle de couture et posa ses jointures sur le chambranle, considérant la robe d'un regard qui prétendait s'intéresser au tissu tout en comptant autre chose. Il dit que le temps était devenu prétentieux. Il dit que la rivière serait fière cette semaine. Il ne dit rien de la buanderie, ni des chuchotements, ni de la fatigue qui avait appris à se plier dans des épaules sans se montrer. Ruth tourna l'aiguille entre le pouce et l'index et laissa le silence répondre, parce que le silence empêche parfois les phrases de devenir des armes. Elle posa l'ourlet sur ses genoux, une frontière attendant d'être définie. La frontière respirait. Eleanor franchit le seuil une demi-heure plus tard, le sourire en forme d'obligation. Elle demanda une foulée plus légère dans la jupe pour la procession du soir, comme si l'air lui-même était un accessoire qu'une femme pourrait emprunter. Son parfum fendit la journée comme une lame douce et laissa la pièce légèrement réarrangée.
Elle ne mentionna pas la buanderie. Elle demanda si l'hymne avait été répété jusqu'au bout. Ruth hocha la tête, et le hochement prit sa place parmi d'autres dans les archives de la maison en matière de docilité. La docilité peut être conservée à la manière d'un musée. Dehors, un nuage traîna une manche sur le soleil et déboutonna les couleurs de la cour. La cloche donna un petit baiser accidentel contre son joug, un son si privé qu'on aurait dit imaginaire. Au loin, une mule protesta avec la dignité de contrat plus ancien, celui qui se souvient du troc avant les signatures. La route continua de prétendre qu'elle est un chemin pour quiconque a des pieds, et les pacaniers gardèrent leurs conseils. La robe attendait sans prétendre. Ruth souleva l'aiguille une fois, comme pour commencer, puis la reposa là où la lumière s'amassait. Elle ouvrit le registre pour confirmer sa tâche, trouva son nom entre des crochets sobres et suivit, sans toucher, la marge où les entrées parfois boursouflaient quand la main appuyait trop fort. Le papier garde les bosses après que l'encre a séché. Les bosses sont une forme de témoignage. Ce que la parole refuse remontera en posture. La lumière tardive se posa sur la véranda comme du linge plié 2 fois, et l'allée recueillit un fiacre de visite aussi net qu'une plateau reçoit des tasses. Les sabots parlèrent en syllabes étouffées sur la terre tassée, et le couloir inspira l'odeur de Bayroom avant que l'homme lui-même ne franchisse le seuil. C'était le médecin recommandé par l'épouse du ministre, un gentleman dont la sacoche claquait avec la confiance des équations résolues et dont les manières arrangeaient l'air en obéissance. La maison s'éclaira d'une cran. Elle voulait être certifiée, elle le veut toujours. Il salua Éléonore avec la solennité d'une hymne et déclara l'après-midi excellent pour la constance et les petites corrections. Il admira la grande maison d'une ton réservé aux institutions, loua sa discipline et permit que les nerfs, bénis par l'ordre, obéissent en général. Au salon, il posa les doigts sur les touches du piano et encouragea leur modération, puis demanda une chaise à l'abri des courants d'air et un verre avec 2 glaçons, précisément 2. Même ces demandes étaient des mesures. Les chiffres le rassuraient. Les chiffres rassurent ceux qu'ils servent. Il parcourut les pièces comme on lit un registre des espaces, tapotant du doigt les chambranles, approuvant les bornettes du garde-manger, posant des questions oiseuses qui plaçaient des gens sur des listes. Dans la salle de couture, il s'arrêta devant le mannequin, inclina la tête et sourit au repos de la robe. Il complimenta la ligne de la jupe avec l'admiration d'un homme évaluant une artère bien dessinée. Il parla de posture et de santé du porc. Il ne parla pas du poids qui n'est pas à soulever par ceux qui le portent. Le silence remplit sa tâche habituelle. Ruth recula de la table quand il entra, les mains jointes par habitude, l'aiguille reposant sur la coupe bleue, comme une virgule brillante. Le médecin lui adressa un signe sans user de son nom et demanda, via Eleanor, si l'ourlet voyagerait bien entre bancs et allées. Ruth répondit par le plus petit des mots, et le plus petit mot alla plus loin que la question ne l'avait prévu. Il approuva. L'approbation est un tampon qu'un étranger peut porter dans sa poche et croire officiel. Dans le hall, le livre d'or attendait, ses pages crème pleines d'espoir et vaines. Le médecin déboucha sa plume et signa d'une arabesque qui fit déborder la satisfaction dans la marge, les lettres dressant une clôture d'approbation autour de la date. En vis-à-vis, le contremaître, convoqué par habitude, avait déjà noté les livraisons. Huile de lampe, gros sel, azurant, aiguille. Plus bas, dans le registre du garde-manger, une ligne nouvelle apparut sous une main exercée. Route, couture, heures supplémentaires, soirée, comme une rivière annexe en silence une berge et appel naturel le changement. Le papier fin d'être la météo quand il est la loi. La loi préfère souvent qu'on la prenne pour la météo. Éléonore demanda une courte promenade au jardin et le médecin la prescrivit d'une sourire aimable qui épingla l'après-midi à un diagnostic. Il faut éviter les excitations au foyer, dit-il. Et le mot excitation coula comme un petit caillou dans une eau claire. Il recommanda plus d'air, moins de visites, des vêtements parfaits. Il loua encore la discipline domestique et déclara que la tenue est le plus sûr remède pour les femmes de rang. Il ne demanda pas si la tenue avait un prix ni un caissier. La tenue coûte cher, quelqu'un d'autre paie. Ruth ajusta le maître-ruban sur la jupe, l'aligna sur la plinthe et nota la manière dont la soie attrapait un pâle reflet de la fenêtre, une ligne comme un horizon où les pas deviendraient des phrases. Elle souleva l'aiguille, pesa sa trempe et la rendit à sa coupe sans commencer. La séquence compte
D'abord, la maison se baignit à l'encre, puis l'étoffe apprend ce qu'elle doit dire. Elle effleura du dos des phalanges la couverture fermée du registre, saluant la page où son nom avait gagné une autre paire de crochets. Le livre était tiède, là où des mains récentes l'avaient pressé. La tiédeur est une forme de preuve. Le médecin repartit porté par ses propres conclusions, les roues du fiacre taillant l'allée en solvabilité. Éléonore, rassurée par des instructions à la mesure de ses préférences, se redressa au seuil et annonça que la perfection procéderait comme prévu. Dans la salle de couture, la lumière s'affina en un fil plus mince et se cousit le long de l'alourlet, une brèche ténue du soir soigneusement bâtie au jour. Ruth inspira une fois, avec préméditation, et laissa ce souffle se placer entre aiguille et tissu, comme un témoin qui ne ose pas la voir, mais refuse de partir. Le témoignage est parfois tout le remède. La maison s'écrivit un certificat. L'après-midi se refroidit par degrés, comme si quelqu'un avait baissé le jour de deux doigts attentifs, et la salle de couture accepta cette douceur comme une grâce qu'elle n'avait pas requise. Ruth glissa la robe hors du mannequin et étala son poids sur la table, laissant la soie se caler dans la vieille patience du bois, puis glissa la main dans la doublure du corsage où les coutures anciennes parlent plus bas. La doublure est l'endroit où se cache la mémoire. Le tissu se souvient autrement que les livres. Ses doigts rencontrèrent une arête de fil qui n'appartenait pas au dessin de Joru, une étroite colline cousue des années plus tôt, et sous elle une petite floraison d'initiales, E-C-F, brodée en soie pâle jaunie vers le parchemin. Éléonore, Caroline Fairchild, des lettres de jeune fille pliées sous la vie mariée, une géologie privée de la maison conservée à hauteur du sternum. Ruth porta l'étoffe à la fenêtre. Les lettres paraissaient s'effacer au passage de l'ombre des nuages, ressurgissant à chaque éclaircie comme des noms sur une pierre de rivière quand le courant baisse. Elle suivit l'arête, sans toucher, jusqu'à ce que ses yeux trouvent, tout près, un second jeu plus discret, MC, fin comme une rumeur et presque disparu. La sœur dont on ne parlait qu'à voix basse. Le portrait sur le palier. 16 ans et pour toujours 16. La doublure gardait ce que le salon corrigeait. Ruth se tourna vers le panier d'ouvrage, où un petit paquet de papier avait été gardé parmi des chutes. Dessus de la main d'Éléonore, une note. Ruban de deuil, gardé pour sentiment. Dedans, un court morceau de soie noire, lisse comme un vœu, et une épingle si fine qu'elle se passait de discrétion. Elle ne bougea pas pour s'en servir. Elle laissa leur intention respirer. Le deuil est un registre avec plus de colonnes que l'encre ne l'avoue. Certaines colonnes sont de l'air. Elle revint au corsage et examina les coutures en quête d'histoire, localisant les endroits où les points plus récents marchaient sur des choix plus anciens, retouches après un gain, après une perte, après une saison où la taille demanda à être crue. Le vêtement avait servi à la fois de registre et de miroir, il avait absorbé des triomphes et subi des corrections. Elle pensa au registre du garde-manger qui listait les naissances en chiffres et les morts en marques de calendrier, tandis qu'ici l'archive du corps chantait par le fil. Le papier revendique l'objectivité, le tissu admet la chorégraphie. L'un et l'autre peuvent mentir. L'un et l'autre peuvent témoigner. Au bord de la table, l'aiguille attendait dans sa coupe bleue, orientée vers la lumière comme si elle désignait quelque chose que tous préféraient ne pas lire. Ruth la souleva et vit le minuscule chaque cadrer une fraction de fenêtre et de ciel, une lentille de fortune qui mettait les pacaniers en miniature distinguée. Elle reposa l'aiguille et aplatit la doublure. Les initiales sous sa paume rangèrent la pièce en chapelle pour un moment, solennelle sans permission. L'horloge du couloir ne dit rien d'autre, mais le temps se déplaça tout de même. Les coutures corrigent la mémoire. De la cour, on saisit une bribe de propos sur l'Arkansas Gazette qui imprimait des convocations et quelqu'un évoqua une cousine qui avait appris à lire les dates en déchiffrant les placards à la boutique quand le patron avait le dos tourné. Au comté de Pulaski, le commis façonnerait le mois prochain avec de hautes lettres des sommes soigneuses, et les femmes de la ville mesureraient le deuil en vêtements pour 6 semaines, 6 mois ou 1 an selon le rang, la doctrine et l'œil des voisins. Les règles étaient précises. Leur clémence ne l'était pas. Ruth remit le ruban de deuil dans son paquet et referma le couvercle, avec la même attention qu'on réserve à une Bible de famille amollie à la charnière, à force d'être consultée quand les orages exigent des notes de bas de page. Elle inspecta la ligne bâtie de l'ourlet, la frontière tranquille où vivrait un jour le propos, et imagina des pas qui traduiraient l'histoire privée en posture publique.
La robe avait été monogrammée d'appartenance. Elle marcherait en portant inscription. Ruth imagina la cloche appelant le soir, l'allée acceptant une procession, et l'étoffe répondant en rappelant que lettres et corps s'accordent rarement sur les conséquences. Elle fit courir le mètre le long du bord inférieur, laissant les chiffres passer sous son pouce comme une rivière sous un pont. Les chiffres voyageaient, les noms aussi, ils voyageaient autrement. Enfin, elle replia le corsage en place, les initiales cachées de nouveau, le passé obéissant à la mode présente, et noua les liens de la housse de mousseline du nœud plat qui ne glisserait pas si la pièce se retournait dans son sommeil. Elle n'écrivit rien dans aucun livre. Elle enregistra la découverte dans l'air, où la maison ne pouvait la classer, et dans la couture, où on ne pourrait l'effacer sans défaire le vêtement lui-même. L'aiguille se reposa. Le registre attendit. La cloche répéta le silence entre les heures, comme si elle s'exerçait à la diplomatie. Certains noms survivent là où l'encre les refuse. La lumière du milieu de semaine aplatit la route de la ville jusqu'à ce que les charrettes semblent flotter et la poussière s'éleva en rideaux polis qui s'ouvrirent et se refermèrent sans applaudissements. Au puits près de la boutique, des femmes mesurèrent la farine dans des seaux et tamisèrent la parole des mêmes poignées calmes, livrant les noms des tempêtes comme les marins donnent aux étoiles leur devoir. La chaleur de l'Arkansas rendait tout assez lent pour être lisible, et ainsi les petites retouches à la vérité pouvaient se voir marcher entre l'ombre et la porte, inclinés en courtoisie comme des chapeaux qui se croisent. La cloche de la plantation dormait entre les heures, mais la ville avait la sienne, une langue de tribunal qui préférait les déclarations de midi, surtout quand les déclarations ressemblaient à la météo. Au courrier, l'Arkansas Gazette annonça une réunion pour des améliorations au débarcadère, et un avis cherchait une mule à liste blanche, vue pour la dernière fois près du bac. Une liste d'hymnes pour le dimanche méthodiste suivait en pavé régulier, titres dressés comme des lattes de clôture sur une page. Sous de telles annonces, les gens se sentent protégés par les catégories. La protection arrive en colonne. À côté des caractères, un baril de clous brillait comme une pluie sèche, et sur le banc du porche, un homme lisait à voix haute le prix du sel, comme s'il récitait des proverbes. Les listes sont des berceuses sévères, et elles endorment l'innombrable. Du côté des cases, la nouvelle voyageait autrement, portée par la hauteur d'une voix, la pose sur un nom, la manière dont on pliait un linge 2 fois au lieu de 3. Le dos de Carrie était cassé et n'allait pas mieux. Le fils d'Ahiram était sorti de la fièvre, mais avait oublié comment aimer la nourriture. Une cousine de l'autre côté de la rivière avait été placée, plus en aval dans l'état. Un verbe qui cache la distance comme une couverture cache un clou. Ruth écouta aux pauses d'eau et garda l'ordre de ses propos dans son esprit comme des épingles sur une carte, séparées mais piquantes quand on les touche. Les épingles écrivent une autre histoire. Elles n'ont pas besoin d'encre. Le silence du salon fit un contre-sermon. Eleanor reçut l'épouse du ministre avec un inventaire d'un tion charitable et un étalage de linge rincé jusqu'à ce que la vertu transparaisse dans le fil. Elle parla du bien du souper à venir, de la nécessité pour la ville de modèle de Constance et de la façon dont la maison Fairchild avait toujours tenu le plus haut modèle. Ces phrases tissaient une dentelle qui semblait tenir seule, délicate et ferme. Elles admirèrent la couleur de la robe et sa ligne à la taille, puis se tournèrent vers la fenêtre comme si le jour devait cosigner l'impression. Les fenêtres sont souvent enrôlées pour cet office. Elles signent sans lire. À la boutique, une fillette pas plus âgée que la mémoire traça des lettres dans la poussière de la planche du porche, copiant une affiche jusqu'à ce que le boutiquier la chasse d'une gentillesse déguisée en réprimande. En face, un forgeron s'essuya l'avant-bras avec un morceau de sac et ne dit rien de rien, parce que le métal lui a appris ce que les bouches ne peuvent porter. Un diacre passa, toucha son chapeau et s'enquit de la toux du ministre comme si la sollicitude était un pont bâti de civilité. Les ponts de civilité ne s'effondrent que quand personne ne regarde. C'est leur génie. De retour à la maison, le registre du garde-manger acquit 2 lignes avec la douceur de la neige qui tombe, bougie 2 douzaines, et dessous, route, couture, après souper. Le papier ne fronce pas les sourcils quand il ajoute, il s'allonge seulement. Ruth tourna une page et vit l'entrée de l'an passé pour une semaine semblable, noms et denrées, un mot sur le temps, puis rien, preuve que les années peuvent se faire semblables si suffisamment de colonnes s'alignent. La similitude est intentionnelle. La similitude
et camouflage. Dans la salle de couture, l'aiguille reposait dans sa coupe comme si elle avait des opinions sur la patience. Ruth posa l'ourlet sur ses genoux et regarda la lumière réviser sa brillance, un petit nuage ramant lentement sur la soie comme un bateau prudent sur un étang profond. Elle enregistra les murmures de la ville dans l'ordre de leur courage. Carrie, le fils d'Hiram, la cousine en aval, la mule, la liste d'Emne, les travaux du débarcadère, l'atout du ministre, le prix du sel. Chacun fit un point dans l'après-midi, et ensemble ils formèrent une bordure que le salon pouvait pleinement posséder. Les bordures ont leur propre loi. Elle est plus ancienne que les registres. Eleanor entra pour parler des visites comme on parle des bulletins météo, et la conversation s'agença en bouquet d'assurance noué d'un ruban couleur de commandement. Elle voulait que le soir glisse, que le glisser rayonne, que le rayonnement instruise les moins composés sur la manière d'être correctement persuadés par l'apparence. Ruth acquiesça là où l'acquiescement sert de monnaie. Elle lissa la couture qui un jour traduira la foulée en pensée. Elle laissa l'aiguille rester brillante mais oisive. La brillance peut être un refus. Le crépuscule s'avoua d'une reddition douce au bord de la cour. Et quelque part un engoulevent entama sa leçon de plainte répétitive. La cloche du tribunal fit sa déclaration, indifférente aux particularités qu'elle ne pouvait loger, et celle de la plantation répondit. Deux cousines lointaines, convenant que le temps a des opinions. Ruth ferma le registre du bout des doigts, et sentit la chaleur qui persistait là où la dernière entrée s'était posée, une lueur domestique d'après-coup que le papier prend pour vertu. Elle respira à travers la couture, par-dessus la coupe d'aiguille, au-delà de la fenêtre, jusque dans la route où la poussière retient les véritables minutes du jour. Le silence commun peut être le jugement le plus sonore. La nuit prit la cour d'une main égale et pressa la maison dans une grammaire plus calme, les volets chuchotant tandis que le vent relisait leurs gonds. Au-delà des pacaniers, le ciel de l'Arkansas retint son souffle, grand registre noir piqué d'étoiles froides, et de la rivière monta une rumeur de courant retournant sa longue pensée. Les lampes baissèrent en braise le long du couloir. L'ultime accord du piano s'évapora sous les chevrons, et l'horloge tourna l'heure dans un son comme un doux rappel de ne pas oublier. La salle de couture garda une bougie modeste et une discipline de silence. Le silence avait des bords que l'on pouvait sentir. Sur la table, la robe attendait en cérémonie, sa traîne soulevée pour épargner la poussière, son corsage tourné vers la fenêtre comme s'il admirait la nuit. L'aiguille, dans la coupe bleue, traçait un mince éclat qui reliait bougie et ombre sans toucher, ni l'un ni l'autre, un petit pont, entre le montré et le tu. Ruth posa la paume sur l'étoffe, laissant le frais de la soie parler d'une prudence plus ancienne que la mode, le genre de conseil que les femmes gardent quand les pièces ne sont pas fiables. Au loin, un renard aboya une fois dans le pâturage, et le silence absorba la remarque comme un banquier absorbe une pièce. La maison gisait sous son propre serment. Les registres avaient fait leur ouvrage d'après-midi et dormaient dans leur boîte. Le livre d'or avec 2 polices signatures pour des visiteurs qui avaient tout regardé et ne s'étaient vus qu'eux-mêmes. Le registre de l'office avec une ligne fraîche. Ruth Couture, après souper, tiré aussi calmement qu'une clôture. Au chef-lieu, la main crispée d'une commis avait fini de copier les extraits du trimestre, les chiffres de Pulaski se soumettant à la tenue de netteté qu'ils aiment en public. Les listes d'EMS pour dimanche s'entassaient sur la table du presbytère, marche d'escalier de titres, Rock of Ages prêt à faire sa pierre habituelle. Les nombres et les titres semblaient stabiliser le monde. Ils ne stabilisaient que l'encre. Ruth respira et laissa la pièce présenter son inventaire, craies, épingles, cisailles endormies dans leurs gaines, rubans roulés comme une rivière sur une carte, bobines couleur rose ancien, aiguilles brillantes comme une syllabe qui voudrait être prononcée mais refuse de causer du mal. Elle ne bougea pas comme bougerait un machiniste, ni comme un dramaturge décrirait un mouvement. Elle bougea comme un témoin, écrit une ligne en l'air et laisse le stylo ouvert à côté, certaine que la phrase arrivera sans être forcée. Ses mains disposèrent l'étoffe vers le sens plutôt que vers le spectacle. Le sens est plus lourd que le spectacle. Il pèse juste. Elle marqua le passage de l'ourlet avec l'imagination d'une couturière et la retenue d'un pèlerin,
Attentive au bord où le tissu rencontrera le sol et donc la communauté, où les pas traduisent la conviction privée en gestion publique de l'espace. L'acte resta symbolique par dessein, remplaçant tout appétit de mécanique par le courage de l'intention, et la pièce le ressentit comme un chancant le premier frais d'une front en approche. L'aiguille franchit la distance entre devoir et conscience, comme un timbre de cloche traverse un arpent sans meurtrir l'air. Nulle meurtrissure ne fut faite. On demanda à une frontière de se souvenir d'elle-même. Dans une rafale qui ne toucha rien de fragile, la cloche de la cour répondit à la nuit d'une brève langue accidentelle, une seule syllabe qui fit écouter les chevrons à eux-mêmes. Ruth s'immobilisa et laissa cette syllabe passer en elle comme le silence avant « Amen ». Et dans sa résonance, elle imagina l'allée brillante sous le dimanche midi, les bancs tenant des visages, et une procession qui serait une leçon de proportion. Elle ne vit ni calamité, ni spectacle bon pour les commérages. Elle vit une démarche amendée par la conscience, une glissade persuadée en attention, une posture publique ressemblant enfin à la vérité de son prix privé. On demanderait à la vérité de marcher. La bougie vacilla une fois, se reprit et leva une flamme plus stable. Dans cette stabilité, Ruth rendit l'aiguille à sa coupe comme un vicaire rend une clé à son clou, ni triomphante ni craintive, seulement claire. Elle rabattit la housse de mousseline sur la robe avec la même attention qu'on ferme une Bible de famille pour empêcher la page de voler la lumière. Elle noua les brides et les pressa une fois afin que le nœud tienne la leçon sans requérir d'auditoire. L'auditoire n'est pas le propos, les altérations l'estent. Elle regarda vers la fenêtre où l'allée se dissolvait en rubans plus sombres et imagina la route de la ville sous ses phrases coutumières. Prix du sel, avis de mule, horaire de bac, prête à recevoir une nouvelle phrase trop petite pour l'impression. Elle remit la chaise au bord de la table, afin que la pièce se lise comme au crépuscule, puis se tint au seuil et écouta tout souffle qui n'appartenait pas à la maison. Il n'en vint aucun. La maison garda son serment, elle garda le sien. Certaines nuits révisent la loi sans élever la voix. Le dimanche arriva vêtu de la couleur de la porcelaine, le ciel rincé en un vœu pâle et la chaleur rangée en couches respectables. La route prit ses manières, et les attelages tracèrent de nets filets de poussière qui refusèrent de devenir des histoires tant que la cloche ne l'aurait pas dit. Sur la pelouse, les garçons s'exercèrent à l'immobilité sous les regards de leur mère, et les hommes louèrent le temps comme s'il avait inventé la modération. Les portes de l'église restaient ouvertes, fraîches comme des convictions. La cloche dessina son cercle dans l'air, et la ville y entra. Les cercles font des citoyens. Dedans, les bancs craquèrent comme de vieilles promesses prenant place. Les éventails passaient d'une main à l'autre une théologie patiente, et les recueils d'hymnes attendaient ouverts à Rock of Ages, comme si la pierre pouvait être papier, quand l'heure exige du papier qu'il soit pierre. La toux du ministre fit sa répétition à la rampe du chœur, polie et brève, et le diacre disposa les plats d'offrande pour que leur luisant suggère l'ordre avec un soupçon de miséricorde. Dans la sacristie, le registre reposait à plat et vierge, ses lignes réglées prêtes à domestiquer la générosité, sa case de date prête à recevoir un dimanche obéissant de plus. Les registres chorégraphient la vertu. Ils ne la génèrent pas. Eleanor Fairchild parut en tête de l'allée, avec sa maison à la distance requise, la robe portant midi sur sa peau, comme une phrase exercée qui sait être lue à voix haute. L'ourlet prit le plancher avec autorité, puis, dès le premier glissement mesuré, refusa d'oublier. Chaque pas demanda de l'attention, non de la ferveur. Chaque aune de soie négocia avec le bois en faveur de la prudence, non de la conquête. La pièce sentit la décision avant que l'esprit l'explique, comme une assemblée sent un silence imprévu et l'accepte comme instruction. Personne ne trébucha, quelque chose se raffermit. Le cœur trouva la tonalité et la tint, et pourtant, sous leur unité, un nouveau rythme exigea d'être compté. Une seconde arithmétique tressée à la première, plaçant des virgules là où la ville avait préféré des tirets. Ruth se tenait au fond avec les autres domestiques, les yeux baissés selon un script qui dénie la vue à ceux qui voient le plus, et elle laissa le ton décroissant de la cloche mesurer la distance entre spectacle et vérité. La distance avait la largeur d'une ourlet. C'est assez. Les visages jouèrent l'art de remarquer sans avouer. L'épouse du ministre ajusta son éventail d'une manière qui changea sa signification de température à penser. La fille du marchand cligna 2 fois puis, plus du tout,
Le greffier du tribunal n'écrivit rien parce qu'écrire eût été trop honnête, et le regard du contremaître exerça la vacance et échoua de cheveux. Elénore garda à l'angle de la dignité, mais la robe enseigna une autre leçon, sur la façon dont un corps se meut quand son histoire a été corrigée par ceux qui ne lisent pas le prix. La leçon fut douce. Elle fut aussi irrévocable. À l'offertoir, les plats voyagèrent avec leur gravité coutumière, pièces et billets pliés, déclarant allégeance à des causes qui sonnent la vertu et le sont parfois. Derrière la chaire, le diacre inscrivit les totaux sur le registre de sacristie d'une main dressée à confondre les sommes avec la paix, et dans la marge, il nota les numéros d'hymne d'une fierté qui ressemblait à de l'ordre. Sur cette page apparut une petite boursouflure là où la plume avait trop appuyé, une meurtrissure de papier qui resterait sous l'encre longtemps après que le jour eût oublié son temps exact. Les registres remontèrent leurs horloges. L'expérience les retarda d'1 minute. Après la bénédiction, la parole se libéra comme des colombes qui se souviennent des cages. L'épouse du modérateur déclara la ligne de la robe instructive, un mot qui descendit légalement les marches et alla nicher dans 2 conversations puis 4. Sur le porche, le ministre soumit que retenu est un ornement chrétien, et le marchand acquiesça, parce que l'acquiescement est une monnaie qui stabilise les rayons. Dans le côté, un enfant imita la glissade raccourcie de Éléonard et rit, et sa mère corrigea le rire d'une regard qui fit du garçon un futur adulte. Les futurs se forment vite, ils prennent leur modèle. Élénore se retira à la sacristie pour de l'eau, posture intacte, colère pulvérisée en une tenue si fine qu'elle ressemblait à de la lumière. Elle accusa l'humidité auprès du diacre, puis accusa le plancher auprès du sacristain, puis n'accusa rien du tout au petit miroir qui ne dit vrai que lorsqu'on le supplie. Le sacristain suivit du doigt un joint de planche et dit que l'été avait fait gonfler des choses qu'aucun charpentier ne maîtrise. Il ne parlait pas que du bois. Ruth, passant avec un linge plié, s'arrêta le temps d'un souffle et entendit la cloche répondre à quelque vent invisible par une pensée unique qu'on ne pourrait inscrire dans aucun livre. La pensée était proportion. Quand les plats furent verrouillés et les hymères empilés, le registre de sacristie reçut sa ligne de clôture, date, somme, signature, et un espace où un commentaire aurait été si l'on permettait à l'encre d'être honnête. Dehors, les roues ramassèrent leur poussière et la pelouse revint au banal. L'allée, pourtant, garda une mémoire dans le poli réarrangé de ses lames, un lustre neuf là où une leçon était passée. Les allées gardent les minutes comme les rivières gardent les cartes. Elles n'oublient pas. La posture publique peut corriger le pouvoir privé sans crier. Le lundi, l'air avait égaré son vernis dominical, et la cour reprit ses verbes ordinaires, la pompe qui halète, les poules qui navettent, un râteau convainquant le gravier à un ordre bref. La chaleur montait en carrés transparents de l'allée, et le ciel d'Arkansas remit son bleu comme une chemise de travail. De l'Aigreneuse venait le catéchisme régulier des Courroies et des Poulies, et au-delà des Pacaniers, la rivière roulait ses voyelles de tribunal, indifférente aux garde-robes et aux sermons. La maison tenta de reprendre son récit. Elle échoua par degrés. Élénore annonça, d'une sérénité aiguisée en pointe, que le musical d'automne serait reporté pour des causes qui ne valent pas d'être nommées, et la phrase parcourut les pièces avec l'efficacité d'une épingle bien placée. Les chaises reprirent leurs angles quotidiens, le piano referma son couvercle comme par modestie, et les fleurs de la veille découvrirent les limites de l'eau, une politesse cailla. Elle ne renversa pas. Au garde-manger, une ligne du registre consignait « bougie, retournée », comme si la lumière elle-même avait été surcommandée puis corrigée. Dessous, une main écrivit « Ruth, raccommodage, domestique », la promotion à l'invisibilité qui se nomme d'ordinaire prudence. Le papier changea de ton sans avouer de motif. Le papier parle couramment l'euphémisme. De petites insubordinations apparurent que l'on ne pouvait imputer à personne. L'armoire de la salle de couture refusa de tenir sa porte droite endormie, rouvrant d'un pouce après chaque fermeture, comme si les charnières se souvenaient d'une autre version du vrai. L'horloge du hall perdit 1 minute à midi et 2 au thé. Dans le jardin, la bordure de buis bruna, selon une ligne droite de règle, un dessèchement si net qu'il ressemblait à une signature. Les marches du perron, rincées chaque matin,
prirent une soif plus grenue, comme si elles avaient décidé de boire plus qu'on ne leur offrait. Les paysages gardent trace. Ils préfèrent l'allégorie. Ruth fut déplacée du brillant vers les réparations que les foyers jugent non musicales, pièces pour tablier, une manche à repenser, le bouton de colle d'une enfant cherché à quatre pattes jusqu'à le retrouver sous la même chaise que choisissent toutes les choses perdues. L'aiguille, loyale à toute tâche donnée, apprit la nouvelle cadence sans se plaindre, plongeant dans la toile grossière d'une son plus ouvrier que liturgique. À midi, elle porta des raccommodages à la galerie arrière et sentit l'ombre l'envelopper comme un parent qui ne médira pas de l'autre parent. Le silence peut être bon et rester exact. Les visiteurs vinrent moins nombreux et repartirent plus tôt, leurs compliments portant l'odeur prudente d'objets récemment remis en rayon. Une voisine apporta des poires et une histoire de rhumatisme de cousin qui inquiéta l'oreille plus qu'il n'eût fallu. Le ministre passa solliciter du linge pour les pauvres et ne resta pas s'asseoir. Sur le porche, le livre d'or acquit de minces pages de jour sans nom, les blancs ont leur écriture. Au garde-manger, le registre garda son courage, encre réglant les colonnes, totos obéissant, et pourtant le coin inférieur droit d'une page développa une légère, obstinée frisure, marque de marée du climat domestique. Humidité ou doctrine. La frisure ne faisait pas cas. Les livres sont des corps quand ils sont honnêtes. Aux cases, les enfants répétèrent pour jouer une glissade plus courte, puis l'oublièrent, parce que les corps d'enfants préfèrent la vérité, même quand on leur demande d'imiter la tenue. Le dos de Carrie s'assouplit un peu et le fils d'Hiram remangea des biscuits, témoignage que le salon ne pouvait cataloguer. Le soir, le pas du contremaître s'adoucit un peu avant de retrouver sa dureté, et une fois il s'arrêta près du portique de la cloche comme pour songer à resserrer la bride qui tenait la langue, puis passa. Il ne serra pas. La cloche ne sonne pas sans qu'on la sonne, mais elle se souvient encore de sonner. Vers la fin de la semaine, un changement de temps aguicha l'horizon, de hauts nuages plissant le bleu comme des gommages, qui renoncent à finir leurs tâches. Ruth posa un plateau d'objets raccommodés sur la table et rendit l'aiguille à sa coupe bleue avec la déférence due aux instruments qui ignorent qu'ils sont les instruments de l'histoire. Elle ferma l'armoire, la rouvrit, la regarda se rouvrir d'un cheveu et sourit au petit refus de la pièce à consentir à une vieille histoire. Elle effleura le registre du garde-manger en passant et sentit la place où l'encre d'hier avait épaissi sur un mot qui n'avait pas voulu être écrit. L'épaississement était une meurtrissure. Les maisons se meurtrissent. Au crépuscule, l'allée vers le portail s'assombrit en rubans honnêtes et les pacaniers laissèrent tomber une ou deux feuilles comme pour éprouver la patience de la gravité. Le piano, découvert clé pour la pratique, resta muet. Le banc, mis d'équerre, attendit sans attente. Dans le calme, un papillon de nuit tapa la vitre une fois, deux, puis trouva la nuit. Ruth respira et retrouva le centre de la pièce en écoutant ce qu'on ne peut entendre. La leçon de l'ourlet encore à l'œuvre dans les lames du plancher, une révision de la démarche de la maison. La révision tint. Après certains dimanches, rien ne s'écroule, tout penche. Les années font leur ouvrage comme font les raccommodeurs, en silence et patiemment, et la maison apprit à porter ses altérations sans discussion. Les bateliers lisaient toujours les berges de l'Arkansas pour le temps, les prédicateurs à cheval dosaient encore leurs sermons à la chaleur, et le chef-lieu dressait encore ses livres pour ressembler à la certitude. Pourtant, ville, un dicton prit racine et voyagea par cordon de tablier et garde-corps de porche jusqu'à vivre dans l'air comme vit une mélodie. Veille à ton ourlet. Cela voulait dire sois net, cela voulait dire marche vrai, cela voulait dire laisse ta conscience toucher le sol avant ton orgueil. On le disait en souriant aux filles à leur premier bal, et d'une autre sourire aux femmes entrant dans des pièces qui préfèrent les miroirs aux fenêtres. Les proverbes sont des courtes pointes. Ils assemblent la vérité à partir de morceaux. Des artefacts émergèrent comme l'eau basse découvre des pierres. Dans la réserve de l'église, le sacristain trouva un bâton fêlé, enveloppé de toile et étiqueté d'une main soigneuse, cloche blessée, milieu des années 50. Il le gardait sur une étagère, à côté de panneaux d'hymnes cassés et d'une longueur de chaîne de laiton dont les vivants avaient oublié l'usage. Aux enfants autorisés à faire la poussière, on disait que le bâton avait enseigné la retenue à la cloche, et ils apprenaient, ravis,
que même le métal peut être élève. Dans un grenier de la grande maison, un coffre livra un fragment de soie passé avec une couture bâtie qui ne menait nulle part où l'œil pût suivre. Quelqu'une le replia dans son nid comme on borde un témoin âgé. Au case, une grand-tante gardait un dé dans une boîte à thé et en tapotait le bord quand les histoires réclamaient de l'emphase, disant simplement « mesure ». Et le son sec de la boîte faisait que tout s'écoutait. Le registre du garde-manger survécut à ses propriétaires et changea d'administration, ses coins arrondis par des décennies de totaux. Quand une génération suivante l'apporta à la ville pour le mettre en sûreté, le greffier de comté l'ouvrit comme on ouvre une barrière vieillie et trouva, parmi rations et étoffes, l'ancienne colonne du nom de Ruth descendant la page comme un escalier étroit. Il suivit, sans toucher, les légères boursouflures où une main avait appuyé trop fort, puis prétendu ne pas l'avoir fait. Il referma le livre avec le respect doux qu'on accorde aux reliques qui refusent la sainteté. Le papier, quand il a duré assez, commence à confesser. Il n'est peut rien. Les lames de l'allée à l'église gardèrent leur poli, modifié par une seule saison, et les paroissiens les plus âgés pouvaient montrer du bout du pied la section qui semblait réclamer l'attention, comme si le plancher attendait que le poids réfléchisse avant de se poser. Il ne disait pas pourquoi, il marquait seulement une pause. Une pause peut demeurer doctrine après que le sermon s'est perdu. Les après-midi d'été, le porche rassemblait ses habitués. Smith avec ses avis de comté, Rachel avec des tartes pour la vente, un commis qui savait comment se pencher, et quelqu'un mentionnait l'année où la dignité a ralenti et les ennuis n'ont pas suivi. La phrase voyagea avec dignité. Elle ne brisa rien. À l'approche du dénombrement de 1860, des hommes avec des livres d'énumération frappèrent aux portes et mirent des chiffres ternes dans leurs registres, et la ville se tint tranquille pour les colonnes, parce que les colonnes sont une habitude et que les habitudes sont du mobilier. En privé, des mères ajustaient les jupes des filles d'un pincement qui signifiait « souviens-toi du bord ». En public, les descendants d'Élénore portaient la posture comme un patronyme, belle et prudente. De temps à autre, un descendant des cases cousait une ligne cachée dans la bordure Dunkilk, une échelle pâle qui disait frontière, et quand des mains lissaient le carré fini, la couture chantait l'hymne, le moins fort qu'une maison puisse chanter et rester une maison. Les courtes pointes gardent des minutes qu'aucune autre horloge ne peut tenir. La route de Ruth ne gagna aucune ligne dans l'histoire du comté, mais son nom continua en chuchotement bien élevé, fidèle aux règles de ceux qui apprirent tôt à parler sans témoin. Dans les cuisines, des femmes apprenant à des filles à enfiler une aiguille disaient « Retiens ton souffle un petit moment avant de commencer », et la pause n'était pas pour l'exactitude, elle était pour la vérité. En automne, quand le nouveau battant sonna plus juste que l'ancien, il subsista dans sa tonalité un souvenir bienveillant du temps où le silence avait gagné un vote. Les cloches se souviennent en métaux. Nous nous souvenons en coutume. Certain après-midi, la rivière baissait assez pour laisser paraître un banc de gravier qui ressemblait à une ligne tracée par une main soigneuse. Des garçons y jouaient et l'appelèrent cour, parce que une tribunal est tout lieu où une règle devient brièvement visible. Il rapportait des poches de pierre lisses et les laissait sur les appuis de fenêtres pour regarder la lumière choisir. Des années plus tard, l'une de ces garçons signa une pétition pour reconstruire le débarcadère avec un pied plus sûr. Et quand on lui demanda pourquoi il tenait à ces bords invisibles, il haussa les épaules et dit qu'une ville marche sur ce qu'elle croit des frontières. Il ne mentionna pas les ourlets. Il n'en avait pas besoin. La maison qui avait cru jadis que l'apparat pouvait porter la vertu sans assistance a pris la proportion comme la plupart des maisons apprennent quoi que ce soit par répétition. Les portes ne se fermaient plus entièrement pour leur propre satisfaction, elles attendaient un battement de cœur pour la compagnie. L'armoire conserva son petit pouce d'angle comme pour rappeler à la pièce que le consentement vaut mieux quand on le vérifie 2 fois. Le livre d'or s'amincit en blancheur puis en autre mode, et pourtant demeura l'habitude de signer avec moins de fanfare et davantage de constance. La fanfare vieillit mal. La constance voyage. Ainsi la légende s'installa sans feu d'artifice. Une couture qui conseilla l'attention, une cloche qui se souvint de la prudence, une ville qui apprit à entendre les pauses comme des phrases. Aucun tribunal n'écrivit le verdict, l'allée le fit, aucun sermon ne proclama la doctrine, l'hurlet l'enseigna.
Quand la loi confondit l'apparat avec la droiture, une couture cachée rendit l'échelle, et ce fut toute l'arithmétique. Ni spectacle, ni ruine, une correction qu'on pouvait sentir du pied et porter à la main. L'art discret peut reprendre le pouvoir et garder sa dignité.